Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On attaque Solana, gros morceau encore de ces séries où on va couvrir un petit peu plus en détail les différents projets cœur que je trade, hors exception donc de Avax, que j'ai traité parce que vous me l'avez demandé via Twitter. Donc on s'attaque aujourd'hui à Solana, projet que j'adore, on va pas s'en cacher, mais encore une fois le but n'est pas de prendre juste mes appréciations personnelles, mais de comprendre dans le même prisme de lecture que celui qu'on a fait pour les autres, on étudie donc token supply, etc., comment utiliser la thune, quel est l'état actuel du réseau, répartition des capitaux, etc. Bref, pour qu'à terme on puisse, au sein d'une grosse émission finale, les mettre les uns à côté des autres pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis le début, que ce marché a déjà bien maturé et que la plupart des réseaux qui structureront la demande de demain sont probablement déjà en place. La question, c'est qui va maintenir son statut, qui va réussir à relancer sa croissance, qui va rester là où il est ou qui va tout simplement tomber. On verra tout ça. Voilà, donc on démarre gentiment Solana, comme on l'a fait pour les autres, on ne change rien. Donc c'est parti. Alors donc multiple sales au début, donc c'est parti sur plusieurs rounds qui sont étalés entre avril 2018 jusqu'à mars 2020. Ici donc on le voit tout de suite en termes de profil de l'entreprise. On est sur quelque chose de beaucoup plus académique, c'est-à-dire que le lancement c'est pas une grosse ICO avec une public et une private sale et derrière on se met à bosser et c'est tout. Là on est vraiment sur le système gros classique du venture capitalisme habituel à l'américaine, c'est-à-dire plusieurs seed rounds, différentes séries, bref, on est vraiment étalé dans la durée, c'est-à-dire qu'on lève des premiers fonds, on construit quelque chose, on a une proof of concept, etc., puis on continue derrière à lever des fonds pour continuer de produire jusqu'à, autant que nécessaire. Donc on est vraiment là déjà sur un modèle différent des autres. Je veux dire, si on compare ça à Cosmos, on le verra tout de suite dans l'émission finale, c'est pas du tout la même chose. Donc l'un à côté de l'autre, ici, c'est de comprendre qu'on a un fonctionnement beaucoup plus vieille école, entre guillemets, enfin plutôt école traditionnelle de levée de fonds via différents seed rounds, contrairement à ce qu'on a vu sur les autres et les autres modèles d'ICO. La répartition ici, on est sur quelque chose de très classique, 25% et 75% sur le reste, 37% dilué pour les investisseurs, principalement donc, comme on l'a dit, du venture capital classique. Vous avez les noms des différents VC, etc. On dit souvent Solana, c'est la crypto des VCs. Bref, c'est pas faux, mais encore une fois, il faut regarder là où va l'argent. Et l'argent, surtout l'argent des professionnels, a plutôt tendance à aller là où il y aura de la croissance. Donc niveau croissance, on va le voir après. Côté Solana, on a été plus que servi. Du coup, côté liquid supply, on est vraiment ici sur quelque chose de très 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 atypique. Une vesting schedule très agressive, autrement dit, pratiquement tout le monde peut vendre ses jetons à partir de janvier 2021. Donc évidemment, nombreux sont ceux qui ont dit que Solana allait se crachasse sa mère en 2021 à cause de cette vesting schedule très 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 agressive. Et ça n'a pas du tout été le cas, ce qui veut donc dire que depuis, les jetons circulent depuis pratiquement un an. Solana a connu sa tendance haussière. Les jetons se sont distillés très probablement au cours de cette tendance haussière. Bref, la demande supérieure à l'offre, les prix montent. On le verra sur les prix, pas d'inquiétude à ce niveau-là, malgré effectivement ici un choix de tokenomics hyper spécial. Donc il y avait quand même des raisons de s'inquiéter à ce niveau-là, mais ce qu'on voit sur le prix, c'est que c'est pas le cas. On fera cette analyse en dernier, bien entendu. Alors, le Genesis, là aussi disponible. Il faut le chercher un peu, mais disponible. Donc, on n'est pas sur le top transparence où tout est donné version Cosmos. Faut chercher un peu, faut fouiller un peu, mais on trouve sur Solana. Je l'ai trouvé aussi d'ailleurs donc sur Avalanche grâce à des retours derrière. Donc moi je l'avais cherché, je l'avais pas trouvé, mais apparemment donc il existe. On fera de toute façon le point sur les différents éléments dans la version finale. Donc ici on est pas mal, on peut traquer les différents comptes éventuellement. J'ai rien vu d'anormal ici, donc je vais pas vous faire chier avec ce niveau-là. Niveau de transparency, comme je vous l'ai dit, on est sur des trucs où il y a des trucs que j'aime pas trop chez Solana, où au début c'était assez opaque, puis venu une forme assez intéressante. Donc on a eu des transparency reports en 2020 et puis donc stop sur les années suivantes. Donc bon, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses en termes de transparence. Il y avait vraiment des efforts au début, puis on voit bien que ces efforts ne sont pas poursuivis nécessairement dans la durée. Bon, encore une fois, moi j'ai plutôt tendance à saluer les efforts de base, comme on l'a vu, il y a d'autres projets qui ne font pas du tout d'efforts, voire même qui jettent un flou. Donc plutôt à ce niveau-là, on va dire, c'est pas grave. Bref, derrière, donc comme je vous dis, pour devoir traquer les différents portefeuilles qui ont reçu pas mal de jetons au départ, ça se comporte sur quelque chose d'assez normal. Il y a une dilution qui est normale et qui est due au fait de hausse de prix, on le verra après.
Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a un détail, et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Hein, donc là, de mémoire, on est en date de juillet 2021. On a donc, par rapport au token Genesis, on est sur 11 millions de dépenses, ce qui fait 46% des premières sales qui ont été dépensées dans les différents secteurs qu'on voit ici. Hein. Donc évidemment, moi, c'est ce que j'adore. Le principal, c'est la team et le développement. Bref, c'est la base. C'est juste de dire, ils n'ont pas dépensé une thune astronomique dans le marketing. Là, quand on fait un bon produit, ça se vend tout seul. Et je trouve ça donc très intéressant. On est vraiment sur de la pure start-up productive. J'adore. Donc niveau utilisation de la thune, dimensionnement de l'ICO, répartition de cet ICO, pardon, hop, on revient. Hein, on est vraiment ici sur quelque chose de très très classique et vraiment vraiment bien mené. Ça se voit, tout est bien dimensionné. C'est des pros, hein, enfin c'est des pros. En tout cas, c'est fait par des pros et on voit clairement ici qu'il y a de la finance derrière. Ça sent le VC hein, chez Solana, mais encore une fois, je vous dis, il y a des gens qui prennent ça pour dire ouais, mais du coup, c'est l'institutionnalisation de la crypto, alors qu'on voulait révolutionner la finance. Je vous ai toujours dit que ceux qui réfléchissaient comme ça, c'est ceux qui allaient se manger les plus gros murs dans la gueule à l'avenir. Donc, je trouve ça très bien, encore une fois, moi, ce type de répartition. Niveau visibilité des différents explorers, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui-là, parce qu'il m'a permis donc de gagner énormément de temps sur le différent tracking, puisque donc ils ont listé hein, la plupart des comptes avec intérêt particulier, les différents comptes dont les jetons sont bloqués. Donc très intéressant. La rich list, donc là ici le token répartition, vous pouvez regarder, hein, très bien, tout est noté, on voit les exchanges, les comptes bloqués, foundation funds, l'incinérateur, bref, on est vraiment sur quelque chose de top pour l'analyse du token supply, donc gros pouce bleu à ce niveau-là. C'est probablement parmi l'ensemble des blockchains qu'on a étudié dans cette liste, à côté de Cosmos, là où il y a le plus de transparence quant au circulating supply et aux différents trucs. Alors évidemment, ça vient pas de chez Solana, hein, mais donc l'activité dans l'écosystème est vraiment intéressante. En tout cas, il y a vraiment des projets ici qui savent ce que les financiers aiment voir. La transparence, c'est des risques en moins. Et ça plaît à la smart money. Alors maintenant, on rentre sur le projet, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il y a sur ce projet ? Pourquoi j'adore Solana depuis le début ? Donc, en fait, dès que j'ai compris ça, alors c'est un collègue trader qui m'a alerté un peu là-dessus, donc j'ai fouillé un peu sur le truc. Bon, très clairement, je me suis tapé la base du white paper, j'ai compris un peu ce qu'il en était. Et dès que j'ai compris ce truc, j'ai fait « Oh bordel, on tient un truc génial ». Donc, pour faire simple, alors c'est vrai que ça coule un peu d'encre et on ne va pas ici expliquer tout le consensus et tout le mécanisme, mais il y a un truc en particulier qui est hyper intelligent. Alors le CEO lui-même dit qu'il a eu cette vision dans un bar et du coup ça lui a donné la vision de génie, donc il est rentré et il a codé cette idée-là. Donc c'est absolument génial, parce que bon, en soi, c'est une vision donc complètement disruptive du modèle existant, hein, donc je vous rappelle, si on se replace dans les conditions, 2017 égale, on parle d'Ethereum, on comprend qu'on va pouvoir effectivement mettre en place une forme de programmabilité de la monnaie, etc. Et dans les tréfonds de la cryptocurrency, ça parle déjà très largement proof of stake, modèle alternatif, pour essayer donc de changer un peu du modèle de consensus basé sur les dépenses énergétiques de Bitcoin et d'Ethereum encore à l'époque. Donc bref, lui il arrive et il se dit bon, il faut penser différemment, il y a un truc qui va pas, etc. Alors évidemment, la plupart de la discussion de la crypto, je vous l'ai dit, se tourne autour de l'algorithme de hachage SHA-256. On fera une vidéo entière à niveau de ce truc-là dans une session dans une série de vidéos de vulgarisation hein, que je ferai, mais peut-être pas forcément nécessairement sur ma chaîne, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la révolution qu'amène cet algorithme. Hein. Mais bref, donc ici, SHA-256, lui s'est dit, ok, donc on s'en sert pour hacher les transactions, on s'en sert pour rehacher derrière avec les signatures, donc tout le processus de la crypto currency, mais pas que, hein, tous les systèmes donc, de consensus sécuritaire et décentralisé utilisent ce modèle-là, donc d'un double hachage avec clé publique, clé privée, je vous expliquerai ça. Bref, lui il s'est dit, think outside the box. Donc j'adore, hein, encore une fois, c'est du génie, des gars qui réfléchissent comme ça, c'est-à-dire qu'ils prennent un truc qui fonctionne bien, qui est déjà du génie, hein, et ils se disent, nah, faut penser hors de la boîte, il y a forcément un truc, voilà. Bref, et lui il se dit, plutôt que donc de recevoir des transactions, de les mettre dans une même pool et de faire payer un gaz fees, etc. Enfin bref, méthodologie Ethereum, de dire je vais prendre ceux qui ont mis le plus de gaz et je les fais passer en priorité dans un bloc et je me sers donc du transcript SHA avec les publics et privés, etc. et du retranscript bloc par bloc. Donc je ne reviens pas trop sur le fonctionnement, je referai une vidéo là-dessus. Et lui il se dit
Non, moi je peux faire mieux que ça. Lui, il se dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner des algorithmes de hachage très rapide à l'ordre de la milliseconde, ce qui va me permettre de savoir dans quel ordre sont arrivées les transactions. Donc il y a une mempool, c'est vrai, mais il y a un timestamping qui est fait, qui me permet de savoir quelle transaction est arrivée avant l'autre. Alors évidemment, il y a plusieurs validateurs et les transactions peuvent arriver plus vite ou moins vite sur certains validateurs, étant donné donc qu'il y a des temps de transfert, des bandwidth, comme disent, je ne sais pas comment on peut dire en français, de la bande passante. Donc le principe, c'est que effectivement, les limitations de bande passante font qu'il fallait qu'ils trouvent un algorithme très intelligent pour que, autrement dit, ils puissent, en tout cas l'objectif, c'est de pouvoir avoir une antériorité des transactions. Leur traitement derrière sera fait via un modèle de répartition et de subsampling qui est un peu, là aussi encore une fois, quelque chose d'assez intelligent, mais on n'est pas non plus sur un truc transcendant, hein. Encore une fois, c'est plus ou moins la même chose qu'un modèle AVAX, qui est de dire que ce qu'on fait derrière, c'est du subsampling randomized, mais eux, ils utilisent donc un système de neighborhood, c'est-à-dire que AVAX, c'est un système, comme on l'a vu, de répartition via une sélection aléatoire, mais on est sur du subsampling, hein, c'est-à-dire que les nœuds de validation ne communiquent pas tous entre eux, ils communiquent avec ceux qui sont proches d'eux, et derrière, la propagation se fait donc via des neighborhoods. Mais bon, grosso merdo, c'est encore une fois du langage, hein, on va vous dire que c'est une révolution, etc. Bon, il n'y a pas de révolution, hein, c'est juste que ce soit Avax ou Solana, les deux ont utilisé la même méthode pour soi-disant donc casser le problème du trilemme des blockchains via donc ce qu'on appelle une communication locale au lieu d'une communication globale sur un système BFT classique ou Proof of Stake méthode Ethereum. Donc intelligent, hein, c'est la solution qui a dominé hein, parmi les principaux Layer 1 alternatifs à Ethereum, ce système donc de subsampling pour soi-disant casser le problème du trilemme des blockchains. Ce qui est intéressant donc aussi, c'est la méthode très mathématique qui a été utilisée hein, par Solana. Donc on le verra, pardon, pas très mathématique, très computer scientist. C'est vraiment très intéressant de voir que la méthodologie qui a été faite est vraiment faite pour tirer un large parti de la mécanique informatique. Et donc, il y a un principal point qui m'a beaucoup intéressé sur Solana, c'est basé donc sur ce qu'on appelle la courbe d'adoption globale mince, attendez. Voilà, la loi de Moore, hein, donc, qui est très connue dans le principe de l'évolution des processus informatiques, hein, qui donc la demande forte crée des fortes innovations technologiques dont la courbe de progression est évidemment donc parabolique. Donc eux se basent là-dessus pour dire, de toute façon, effectivement, autant se baser sur le progrès technologique pour essayer de favoriser donc un avancement de la technologie. Donc c'est très basé sur l'optimisation des différents process de calcul que peuvent générer les ordinateurs. Alors évidemment, on va le voir ce que ça donne derrière et ce qu'ils en ont fait, donc de ces intérêts technologiques plus de ces technologies de consensus amélioré, hein, mais comme on l'a dit, c'est pas une révolution, c'est juste que ça paraît logique. Hein, si on est limité par le nombre d'interactions entre validateurs, la seule façon de passer cette limite, c'est de réduire le nombre de validateurs à qui on discute. Alors après, on appelle ça une révolution chez Avalanche, on appelle ça juste une propagation de blocs chez d'autres personnes. Bref, moi je trouve encore une fois que c'est pas des révolutions, mais ce sont des réponses intelligentes à des problèmes. Voilà, derrière donc ce qui ça donne, qu'est-ce qu'on fait chez Solana avec ce truc-là? Eh ben voilà, on pète de la transaction à plus en pouvoir, puisqu'effectivement, là on est sur la blockchain la plus folle furieuse en termes de nombre de transactions, de vitesse de transaction sur tous les alternatifs. Bref, on est sur de la folle furieuse ici au niveau de ce truc-là. On peut bouffer du TPS à plus en pouvoir. Bref, on va le voir, il y a aussi des sacrifices qui sont faits. Hein, rien n'est jamais tout blanc. Mais ce qui est encore une fois essentiel ici, c'est qu'on dresse le profil des entreprises. Quel est leur business model et quel est le business model qu'ils ont actuellement et celui qu'ils envisagent d'avoir sur les années à venir. Bref, on essaie de comprendre ce que fait la boîte et quel est son modèle économique derrière pour voir si ça colle. Est-ce que le business model et le modèle économique sont équivalents? Dans ce cas-là, on sait où ça va et on peut vite rapidement mesurer les risques. Après, on met ou on met pas dans son portefeuille. Hein, comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Mais bien donc de comprendre qu'ici l'échelle est logarithmique. Hein, donc c'est pas juste on fait mieux que les poteaux. Hein, c'est on fait beaucoup mieux que les poteaux. Hein. En seconde, 391 millions de transactions. Pour Binance Smart Chain, hein, on est à plus de 4 fois le truc. Hein. Donc, faut rester là où on est. Hein, donc, très intéressant de comprendre donc, que Solana, c'est un monstre de vitesse et c'est ce qu'il voulait faire depuis le début. Donc, comme on l'a vu, en tirant parti d'innovations technologiques qui ne lui sont pas propres. Hein. Le subsampling, eux, ils ont appelé ça neighborhood. On l'a vu, ça se fait chez Avalanche aussi. Hein, donc, rien de bien fou furieux. La vraie innovation de Solana, c'est ce processus de time stamping. Et je vous l'ai toujours dit, Solana, c'est pas le fait que ça aille vite qui est important. C'est le fait qu'il y ait une antériorité des transactions. On va en reparler juste après.
Derrière, en termes de répartition, donc au niveau des validateurs, etc., donc tout ce qui va être Explorer, etc., chez Solana, on est vraiment sur du super bien fait. Là, on est au niveau d'Avalanche. Un petit peu moins, j'avoue qu'Avalanche, tout ce qui est token Explorer sont vraiment top niveau, mais il y a certains trucs aussi que je trouve très très intelligemment faits chez Solana. Niveau centralisation, donc faire attention, hein, on l'a vu, le fault tolerance se situe sur 19 validateurs actuellement, mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne cachent pas les infos. Hein. Donc tout est mis devant, tout est mis en avant hein, pour montrer ce genre de truc. Donc effectivement, si collusion il devait y avoir, il possède donc 33% du réseau, les 19 premiers validateurs doivent donc s'entendre pour réussir à corrompre la blockchain. Par contre, on n'est pas sur du AVAX où les 20 ou 30 premiers validateurs c'est la boîte, là c'est déjà très très distribué. Donc il n'y a pas de souci, hein, théoriquement il faut que tous ces mecs là s'entendent pour corrompre un bloc, et encore une fois, n'oublions pas que les 66% du reste du réseau vont le voir, et que si jamais il y en a 30 qui trichent, ça corrompt un bloc, mais ça fout en l'air toute la légitimité de la blockchain. Donc, toutes les blockchains sont tout aussi sécurisées, qu'elles aient 20 validateurs ou qu'elles en aient 500 ou 20 000, c'est la même chose. Elles sont toutes sécurisées, et si jamais il y en a un qui triche un jour, eh ben, tout le monde s'en ira de cette blockchain pour aller ailleurs. Bref, ça paraît très compliqué d'imaginer ça, et on refera une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur le business model de la validation, et pourquoi ces petits bonhommes n'ont aucun espèce d'intérêt à tricher. Donc bref, ici, répartition du pouvoir de validation, on est un peu concentré sur les premiers nœuds, mais on le voit, hein, c'est une courbe assez classique sur ce truc-là. Bref, il faut donc théoriquement 20 validateurs en collusion ici pour pouvoir produire un bloc frauduleux, ou en tout cas commencer à bloquer la blockchain, c'est-à-dire produire un consensus dont le niveau de sécurité est inférieur au standard. Ça s'est déjà produit, que la blockchain s'arrête, on va le voir après, mais pas pour ces raisons-là. Bref, donc ici on a un staking APY nominal à 6,65. On est donc, comme je vous l'ai dit, moi dès que les taux sont vers des niveaux que je connais, les rendements associés à ces blockchains doivent rester en lien avec soit leur capacité de transaction, donc comprendre que chez Solana c'est surtout la capacité de transaction qui est intéressante, les staking rewards on va en revenir derrière dessus, mais voilà, donc très important pour moi, on est donc sur des rendements que je connais, qui sont effectivement des rendements liés à une très forte utilisation. Bref, business model, pour moi, aucun souci, je comprends très bien où va Solana, on en reparle après. Ça c'est que quoi ? Alors, ah oui, au niveau du dashboard, donc ça très très intéressant, donc ça vous permet de comprendre comment fonctionne le truc. Hein. Donc il y a le fameux timestamping avec les processing des différentes transactions, et donc un bloc dure 400 millisecondes, d'accord ? Ça veut donc dire que toutes les 400 millisecondes, on a la production d'un bloc qui se fait donc par un différent subsampling, etc. Donc niveau vitesse de transaction, on est sur du furieux, hein, donc déjà 58 milliards, d'accord, de transactions, et un TPS qui se situe actuellement à 2700. Alors évidemment, j'en ai vu critiquer ça pour dire ouais, mais alors je croyais que ça allait super vite. Solana, 2700 transactions par seconde, c'est pas si énorme que ça au final. Alors on parle encore une fois de capacité d'absorption du réseau, c'est-à-dire que Solana, puisqu'il y a eu donc des outages, c'est-à-dire des moments où le réseau a été saturé, ils ont piqué à plus de 400 000 transactions par seconde avant que le réseau soit saturé. Donc bref, on est encore une fois sur une volonté de saturer le réseau à ce niveau-là. Donc est-ce que c'est vraiment la capacité en charge d'un réseau qui réalise des transactions ? On ne sait pas. En tout cas, les gens qui ont tenté de bouffer cette blockchain ont réussi à pousser 400 000 transactions par seconde avant que ça se sature. Bref, ça reste quand même des niveaux et des numéros, des chiffres qui interpellent franchement. Et puis surtout, en termes de TPS, ça fracasse absolument tout le monde, parce qu'encore une fois, ces TPS sont constants, les bonhommes. Donc il n'y a qu'à voir. Je vous mets au défi de me trouver une blockchain qui réalise plus de transactions que Solana. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de ces transactions, il faut donc bien noter que la plus grande partie de ces transactions sont faites par vote et non-vote. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais encore une fois, donc une grande partie des transactions qui sont réalisées par Solana sont des transactions qui sont des interactions à l'intérieur de smart contract. Bref, on est sur quelque chose d'un peu différent que ce que vous aurez l'habitude de voir. Donc ne vous dites pas ça va beaucoup plus vite chez Solana parce que toutes les transactions du monde passent par là. Non, il y a beaucoup des transactions à l'intérieur de Solana qui sont des transactions de type vote. Bref, je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous voulez. J'essaie de rester succinct ici pour que ça ne dure pas 2 heures. Mais donc au niveau des explorers, on est sur quelque chose de plutôt classique. J'ai essayé de faire fonctionner le supply ici, mais j'y arrive toujours pas. Alors je vais réessayer aujourd'hui, voir si ça marche. Niet. Bon, dommage.
Ok, bon, donc sinon après, donc la répartition géographique assez intéressant, hein, mais encore une fois des concentrations assez normales. On est vraiment basé, bah, je vais pas vous mentir, hein, moi je vois ça sur un graphique, je connais, hein, enfin ça, c'est ce qu'on appelle l'axe du pognon, hein, c'est là que se trouve la thune dans le monde, c'est là que se trouvent les pays riches. Donc bref, encore une fois, là le business model est assumé et j'aime ça. On est clairement sur une blockchain de la finance et on le verra après dans la vision du projet. Ok, donc après fundraising, donc au milieu, hein, d'accord, on est ici sur juin de l'année dernière, donc on l'a vu largement après les premiers seed rounds, ok. Donc en 2021, hop là, ça relève des fonds chez Solana et ça fait pas semblant, hein, 314 millions, d'accord. Donc chez Solana, il y a de la thune maintenant et ça, on n'en manque clairement pas. Donc encore une fois, derrière, nombreux sont ceux qui sont arrivés pour dire ah là là, blockchain des VCs, etc. Bon, là où il y a de la thune, ça permet surtout de produire de la croissance. Donc il y a de la thune qui circule chez Solana. La question, c'est est-ce qu'elle va réussir à produire de la croissance en 2022? On va le voir dans la vision du projet et de ce qu'il cherche à accomplir. Ok, l'Explorer Solana, qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans? Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, oui, c'était pour voir le TPS history, mais voilà, donc celui-là, on l'a vu sur l'autre truc, hein. Donc l'historique des TPS, on est sur quelque chose d'assez costaud, hein, d'accord, et c'est constant, hein, c'est ça qui est surtout très intéressant. Alors comme on l'a vu, le nombre de transactions, ça pose surtout un principal problème pour Solana, c'est la taille de la blockchain. Donc comme on l'a vu, il y a plein de solutions qui vont être mises en place par rapport à ça. La principale qui a été mise en place, c'est d'utiliser un service décentralisé de stockage Arweave qui permet donc de stocker la donnée et son antériorité, donc très intéressant pour justement donc déplacer le problème de sécurité qui aurait pu être alloué à un stockage de cette blockchain ou un système donc de pruning comme va mettre en place Avax, mais c'est toujours pas le cas chez Avax. Donc eux, ils n'ont pas le temps, hein, vu le nombre de transactions, il fallait le faire très vite. Donc la solution qu'ils ont prise, à mon sens, très intelligente, malgré l'urgence, pardon, et donc de mettre en place un système de répartition, de partition de la blockchain, stocké donc avec un autre procédé, Arweave, qui lui prend en charge la sécurité. À voir si plus tard, ce sera pas plus intéressant de tout intégrer au sein d'un même protocole. Mais bon, Arweave, tout simplement, ici, répond à une demande qui était, bah, il fallait trouver une solution élégante, mais rapide. Donc Arweave, c'est probablement proposé comme étant la plus utile. Deuxième chose, hop. Alors là, je crois que ça merde aussi. Ils vont pas me donner le supply. Si. Bon, ok. Donc le circulating supply, 319 millions déclarés. Alors le problème ici, voilà, ça marchait pas hier non plus. Bon, c'est pas grave. Ok, donc du total supply, on est à 319, donc il reste encore pas mal de jetons qui ne circulent pas, mais on est quand même, donc encore une fois, sur quelque chose d'assez visible. Et on l'a vu, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la boîte, en 1 an et demi, avait dépensé la moitié de son capital avec une ICO, donc bien dimensionnée, on le redit, d'à peu près, grosso merdo, 25 millions de dollars, à peu près, quoi. Donc on n'est pas sur la levée de fonds d'Avax encore. Alors, où est-ce qu'on va derrière ? Hop, là. D'accord, maintenant la roadmap de Solana. Alors, si j'arrivais à grossir un peu ça, bon, tant pis. Donc, le principal problème pour moi, c'est les retards au développement de Solana, hein. Clairement, le mainnet launch était annoncé pour Q3 2020. On en est très loin. Donc, voilà. On est Q1 2022 et il n'y a toujours pas de mainnet. Maintenant, c'est une chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'au moins, on a la franchise d'assumer ça. C'est-à-dire que Solana est un mainnet bêta, c'est-à-dire qu'ils assument pleinement le fait qu'il peut y avoir des bugs, et on va le voir, il y a eu des bugs, mais au moins j'aime bien cet aspect de dire on a délivré un produit qui fonctionne, mais on n'est pas sûr encore du fonctionnement. Vous voyez, c'est toujours une communication que j'aime beaucoup, parce que derrière, quand il y a des problèmes, on est franc, on ne cherche pas à cacher ça sous le tapis, on dit écoutez, en même temps, vous le saviez, c'est une nouvelle technologie, il y aura évidemment découverte de bugs, d'exploits, etc. Donc très intéressant, hein, moi je trouve ça, la transparence sur la roadmap, même si, bien évidemment, il faut noter le fait que, franchement, toujours pas de mainnet, même si c'est un mainnet bêta, hein, voilà, on va pas se mentir, ça fonctionne, il y a plein de transactions qui passent par Solana, il y a effectivement donc différents problèmes, mais problèmes dus à la congestion, ça reste encore des problèmes d'utilisation. Ça veut dire qu'il y a du monde qui s'en sert. Bref, niveau écosystème, franchement, mis à part Cosmos, c'est l'écosystème que j'adore le plus, parce qu'il y a une vision, il y a une direction très très assumée. Il n'y a qu'à regarder ce que c'est que Serum et Raydium pour tout de suite comprendre dans quoi tape Solana, hein, dans quel domaine on tape. On est clairement ici dans le DEX, l'exchange décentralisé de très haute qualité, avec vitesse de transaction, antériorité, carnet d'ordre, etc. Bref, on est sur la finance.
Ok, donc on le voit tout de suite sur l'utilité. Alors évidemment, derrière, vous avez la classico, on va faire des forks de processus existants, etc. Mais comme je vous l'ai dit, on l'a déjà fait cette analyse. Regardez les fucking protocoles sur Solana. Est-ce que là, on a la volonté de les pomper chez Ethereum ou quoi que ce soit? Non, c'est pleinement assumé. Chez Solana, on ne cherche pas à pomper Ethereum. Le but n'a jamais été d'avoir une compétition Ethereum. Ça a été déjà dit dans la communication, mais ça se voit dans les faits. Et c'est ça qui me plaît. Dès le début, Solana ne marche pas sur les plates-bandes du grand frère parce que ça ne sert à rien de faire ça. Et ça, c'est hyper important. Ils ont dessiné leur propre ligne directrice. Et je vous l'ai dit, moi, je ne veux pas de projets qui cherchent à copier Ethereum. Je veux des projets qui innovent. Solana, c'est une innovation, c'est clairement une cassure dans le cycle. Alors, il ne s'agissait pas juste de trouver une solution élégante au système des trilemmes de blockchain, puisque vous le voyez, Solana, sans même son timestamping, avait trouvé le même type de schéma de localized subsampling, enfin on appelle ça localized subsampling, c'est-à-dire une communication localisée pour éviter d'avoir les problèmes donc de scalabilité du nombre de validateurs auxquels sont confrontés les systèmes BFT classiques, tout en obtenant donc une finalité très confortable. Bref, donc ici Solana, le profil commence déjà à se dresser, mais on reviendra dessus en conclusion. Celui-là donc marche toujours pas. Alors évidemment, donc qui je retrouve derrière? Donc d'autres problèmes. Il y a des problèmes donc sur la finalité entre Avalanche et Solana. Donc les mêmes gogoles de Solana qui viennent taper chez les collègues qui font tout aussi bien, voire mieux. Donc évidemment, il y a quand même transparence sur le système qui est utilisé, mais bon, il y a tout un tas de contre-mesures derrière qui montrent que c'est du gros bullshit. Donc, comme d'hab, j'aime pas du tout la team Solana qui vient taper chez les collègues, alors qu'ils font au moins aussi bien, voire mieux. Donc, la finalité de transaction sur Solana, ça reste toutes les 400 millisecondes. Ok. Maintenant, la plupart des protocoles qui gèrent beaucoup d'argent, comme on est sur un mainnet bêta, demandent effectivement des finalités de transaction plus longues pour éviter d'avoir des problèmes. Et encore une fois, c'est normal, bordel. Ça revient juste à dire que quand on n'est pas sur un mainnet totalement assumé comme étant 100% sécure, quand on a un léger doute, soit on met les gros pieds sur la table et on dit ouais c'est pas grave, on est bon, et puis s'il y a une couille, merde, tant pis, mais on dit bon voilà, on n'en est pas sûr, donc restons pragmatiques, on appelle ça mainnet bêta, comme ça on assume le fait qu'il peut y avoir des problèmes, et on dit aux gens soyez prudents. Cette finalité élongée que met en place Monsieur Solana, là, enfin un gars de Solana, c'est ni plus ni moins que ça. C'est une sécurité supplémentaire qui est mise en place par la plupart des protocoles DeFi pour ne pas utiliser la transaction finale théorique à 400 millisecondes à la terminaison de chaque bloc, mais de l'étendre à quelques secondes, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'emmerde. Et j'aime ça, moi, encore une fois, c'est preuve d'intelligence. Au niveau du dev, pareil, je vous l'ai dit, pour moi, Solana, ça fait partie des bons. C'est de dire, ils font partie de la génération qui est sortie. On le voit, il y a un gros paquet, Solana, Polkadot, etc. Parmi les plus anciennes, d'accord, on voit après donc les Cosmos, Cardano, tous ceux qui étaient déjà la première génération. Mais donc ici, parmi tous les petits nouveaux du cycle, on va dire un petit peu tout ça, là, les Polkadot, Solana, etc. Bon, voilà, pour moi, il y en a deux qui sortent, c'est Polkadot et Solana, et pas besoin de chercher à se tordre le cul là-dessus. Donc, niveau Solana, ça attire du dev, il n'y a pas à le dire. Il y a une technologie qui est clairement propriétaire là-bas, et ça attire effectivement des utilisations particulières, en plus, comme je vous dis, de la DeFi, etc., qui n'est ni plus ni moins que d'essayer de faire comme Ethereum. Évidemment qu'il y a plein de protocoles qui sont allés se poser sur Solana. Mais pour moi, la valeur de Solana, c'est particulièrement Serum, Raydium et tout ce qui est donc ces trucs dont on a parlé, c'est-à-dire les systèmes basés sur la disruption des modèles d'exchange centralisés actuels. Je parle des exchanges pro, je parle des exchanges Wall Street. C'est assumé dès le début, mais vous allez voir qu'avec tous les éléments qu'il y a là, on voit tout de suite la direction de Solana. Toutes les directions derrière qui ont été prises dans le modèle économique sont purement orientées là-dedans. Bref, j'aime, il y a le même son de cloche partout. Bon, ça on en a parlé. Le problème donc, c'est qu'effectivement, c'est un réseau qui souffre de sa propre réussite, c'est-à-dire, effectivement, ça attire les yeux et il y a des gens qui ont donc trouvé différents types de failles ou de systèmes qui peuvent donc pousser le système dans ses propres limites et ils se sont bien évidemment courus de le faire. Donc c'est très bien, encore une fois, parce que c'est normal. Les systèmes comme ça, qui sont très 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 utilisés, doivent être battle testés et c'est clairement ce qui a été fait pour Solana. Donc plusieurs problèmes de coupure.
pure, soit due à des attaques DDoS. Bref, ils mettent en place différents types de sécurité aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre pourquoi ces attaques ont lieu sur Solana. C'est pas parce que Solana est faillible et que c'est une blockchain toute pourrie. C'est juste de dire que ces gars-là utilisent l'avantage de Solana à son propre inconvénient. L'avantage de Solana, c'est sa rapidité, sa capacité à traiter toutes les transactions, non pas au sein d'une même pool, mais au sein d'un algorithme de hachage qui les timestamp avant de les traiter. D'accord ? Donc le problème, c'est que plus vous bourrinez le réseau de transactions, plus l'algorithme SHA qu'on a vu qui doit tourner en boucle pour timestamper toutes les transactions qui arrivent avant de les foutre dans une pseudo-même pool, on le voit, le problème, c'est que si vous saturez ce réseau, vous lui envoyez des millions de transactions, ça va commencer à poser des problèmes. Effectivement, l'algorithme, lui, va plus avoir assez de puissance de calcul, ça fait péter les machines qui calculent sur le réseau, bref, ça fout le réseau en pagaille. Le deuxième problème, c'est que, c'est pas un problème, c'est que les transactions sur Solana, ça coûte que dalle. Donc, autrement dit, spammer le réseau, ça coûte de l'argent parce qu'il faut quand même payer les frais de transaction, mais ça coûte en soi pas grand-chose. Donc, quelqu'un qui veut pousser le réseau dans ses limites peut tout à fait mettre en place des systèmes de congestion. Donc, c'est très bien parce qu'encore une fois, ça montre que y a des gens qui veulent trouver les limites du système pour le rendre probablement beaucoup plus sécuritaire. Donc, moi, encore une fois, ces bugs, je trouve que c'est très bon signe. Bitcoin bugué au début, Ethereum aussi. Donc, pour moi, un réseau qui bug, c'est top. Ça montre que c'est un réseau qui, s'il sait y réagir, bien entendu, parce que le but, c'est que le bug soit pas résistant, c'est un réseau qui, ni plus ni moins, va faire l'épreuve du temps. Donc, pour moi, que des pouces bleus sur Solana, je suis navré. Là où ça me gêne, c'est qu'il n'y a pas de roadmap sur 2022 et j'ai un peu l'impression que le projet a pour seule ambition aujourd'hui de réaliser sa vision initiale, c'est-à-dire de publier le mainnet, qui devrait arriver, je pense, au courant de l'année. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière ? Je me pose donc de savoir si on va juste se contenter donc de corriger les différents soucis, d'arrondir les angles effectivement en fonction du suivi du projet. Mais concrètement, est-ce qu'il y a réellement un suivi de croissance sur Solana plus que ce qui a déjà été mis dans le prix ? On va le voir après sur l'analyse de prix, mais c'est vraiment la grosse question que je me pose sur Solana. Parce qu'il n'y a clairement pas de roadmap pour 2022. On est très en retard donc sur les roadmaps initiales, mais au moins c'est assumé pour dire on n'avait peut-être pas prévu avoir autant de succès et avoir autant de choses à régler, donc il a fallu lever des fonds pour aller plus vite. Bon, comme je vous l'ai dit, le business model est très facile à tracer, on le tracera à la fin sur le graphique. Et donc surtout, comme on l'a dit, pas Moore's Law. Voilà. Allez, on part sur le graphique pour essayer donc de résumer un peu tout ça. Donc quelle est l'histoire de Solana sur son prix ? Donc évidemment, on le voit donc au lancement, je vous rappelle le gros problème, c'était autour de janvier 2021. On l'avait dit, attention, à ce niveau-là, il y a un énorme souci, on a un lâchage de tout le supply. Et c'est assez costaud, puisque rappel derrière, donc là en gros on prend une grosse cliff sur le supply, et après derrière ne reste plus que des vesting schedules pour les founders et les reward staking qui arrivent derrière, qui peuvent être ajustés bien entendu, et ça pourra être le cas, donc plus le réseau générera de revenus, plus à mon avis, ils réduiront les revenus de staking pour maintenir a priori donc ce taux qui me semble totalement légitime, supérieur à Ethereum parce qu'on est sur un réseau beaucoup plus jeune avec une croissance et un business model beaucoup plus agressif. Donc pour moi, un Ethereum qui se stabilise autour de 3,5 en termes de rendement passif, donc de rendement de staking, absolument sans risque, à moins que vous cherchiez à corrompre la blockchain, c'est sans risque, mais bon, bref, tant que vous faites tourner vos nœuds, normalement, c'est un rendement sans risque. Donc je pense toujours Ethereum entre 3 et 4%, c'est la place qu'il doit obtenir à moyen terme. Je pense qu'il est logique à terme que Solana vienne se positionner donc sur un niveau supérieur, on va dire entre 5 et 8%, entre 5 et 7, et c'est déjà là où il se trouve aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y aura un mécanisme de stabilisation du reward pour maintenir un reward dans cette zone-là, évidemment en fonction des différents niveaux de croissance, etc. Bref, on est sur une gouvernance décentralisée, on l'a vu, on n'est pas sur un AVAX où 60% de la boîte détient, où la boîte détient 60% des pouvoirs de vote. Donc là, on est sur quelque chose de très intéressant. Encore une fois, tout est bien à sa place chez Solana. C'est géré par des pros, ça se voit. Il y a des financiers derrière. Ils sont là pour dire comment orienter le projet correctement. Et je vous le rappelle, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui disent « Ouais, les VC, là, ils sont là pour faire de la thune. » Non, ils sont là pour gérer les boîtes correctement aussi. Donc, il faut comprendre que gérer des boîtes, c'est un métier et que les VC, c'est leur boulot de dire « Moi, j'investis dans 100 boîtes et je vais vous dire comment essayer de mieux gérer la vôtre pour qu'elle sorte du lot. » Évidemment, 95 finissent par échouer, mais les VC, eux, à la fin, c'est de dire, quand on a trop chopé les 5 poulains qui marchent, on les accompagne. Évidemment qu'on fait de l'argent en vendant une partie des bénéfices qu'on réalise sur les investissements initiaux, mais en attendant, on conseille les boîtes. Le VC, c'est pas juste le mec qui vient prendre un max de thunes et qui se casse. C'est vraiment le mec qui accompagne l'entreprise dans sa formation jusqu'à atteindre un niveau top qualité. Et là, évidemment, après, on passe sur d'autres types d'investisseurs.
On refera évidemment peut-être une vidéo là-dessus, mais je préfère rester succinct, ça fait déjà 35 minutes. Donc, si on revient sur le graphique, donc pas de souci sur ce zone-là, on voit bien que malgré la dilution énorme du supply, on l'a vu, c'est sans précédent, il n'y a personne d'autre qui avait une vesting schedule pareil, donc c'est hyper agressif, hyper dangereux, mais tout s'est bien passé. Bon, par contre, niveau des volumes, on voit tout de suite que c'est du VC. Moi, je le sais, je sais comment ils travaillent, ces gens-là. Donc voilà, regardez où ils sont. À chaque fois qu'ils viennent, le prix se calme. Donc là, hop, les VC vendent un peu. On est encore une fois sur des ratios que je connais par cœur, c'est-à-dire que par rapport au prix qu'ils ont eu, ils arrivent ici sur des ratios de bénéfices classiques du VC. Ils vendent sur le x100, x200, etc. Bref, donc c'est les ratios classiques de professionnels. Je sais que c'est des pros derrière tout ça. Bon, je ne peux pas prendre 2 heures pour vous l'expliquer. Donc, soit vous me croyez sur parole, soit vous ne me croyez pas. Mais voilà, bref. Donc, les VC vendent ici. C'est là que se trouve le premier blocage, c'est-à-dire c'est le moment où on rentre en bear market sur le crypto total en général. Enfin, bear market. En tout cas, on rentre dans la phase très consolidante. À ce moment-là, au lieu de se péter la gueule Solana, parce que là, c'était la phase donc, de distribution des ventures capitalistes sur les différentes phases et on le voit très très bien. Donc, il y a eu la grosse cliff en janvier, il y a dû y avoir un peu de gestion du risque. Là, effectivement, c'est une première prise de profit partielle, mais on voit que le marché la bouffe très très vite. La deuxième ici, ça freine un peu, on fait le classique donc de freinage de la tendance. Là, la prise de profit majeure, là, c'est là où il y a le plus. Évidemment, là, la suppression du prix se met en place. Derrière, on perd, allez, 50-60%, mais pas plus ni moins que le reste du marché crypto. L'absorption derrière de la structure corrective est très très bonne, c'est-à-dire que malgré les ventes de VC, la hausse du prix, la demande reste supérieure, on maintient des creux ascendants. C'est quand même un truc de ouf. Bref, Solana, c'était impressionnant à ce moment-là. Moi, c'est là où je suis rentré fort sur le projet. Évidemment, derrière, sortie rocambolesque du truc, puisque donc là, les venture capitalistes se disent « Oh putain, les mecs, ils en veulent, on va pas vendre. » Donc là, ça vend pas du tout. Hop, dès que les venture capitalistes se remettent à vendre, boum, price suppression, on se remange un pullback, et depuis, ça ne vend plus. Donc, il faut bien noter un truc. Les VC, ils ont travaillé là. Bon, là, c'était leur première grosse prise de profit. Okay, et derrière, ils ont travaillé très fort ici. Donc, vous connaissez tout de suite les niveaux techniques de Solana. Okay, ça, c'est une zone qu'ils ont traitée avec les TP classiques de Venture Capital. Je doute clairement que Solana puisse jamais retourner sur ces zones-là. Donc, pour moi, c'est plus de dire, si on va là, c'est plutôt inquiétant. Et je pense qu'on n'ira jamais. On a de toute façon une structure motive de tendance très classique, d'accord, qui est de dire, on a la première vague qui constitue un range derrière, la vague de tendance avec son sous-pullback. Bref, on est vraiment sur une structure de tendance, tout ce qu'il y a de plus classique. Autrement dit, les breakouts se mettent en place ici et on installe une tendance avec, là, on réalise la fameuse structure de pullback. Évidemment, j'aurais préféré que Solana tienne le support vers les 120 $, mais il a été victime de son succès. Évidemment, on est monté très vite, très fort sur Solana. C'est le moment où, effectivement, en plus, les bugs sont apparus, etc. Il y a la dilution du capital par les venture capitalistes, ils prennent des profits aussi, il ne faut pas vous mentir, mais on les voit bien qu'il n'y a pas de prise de profit massive. Donc moi, ça m'aurait inquiété si effectivement, par exemple, ici, j'avais vu des grosses prises de profit alignées sur le premier niveau. C'est pas le cas, donc bref, c'est mon métier de lire les traces des professionnels, je les sens, mais à plein nez, partout dans Solana. Ça pue le VC, a plus en pouvoir là-bas, mais encore une fois, putain, c'est des pros, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Le niveau sur Solana à retester cette année, c'est 195. Je pense clairement qu'aligné sur un niveau de troisième borne, ça ne va pas passer. Donc, d'un point de vue technique, je commence à avoir l'histoire de Solana. On est quand même à 90 balles le jeton, donc je vous ai dit, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on ne revienne pas tester ce niveau pour voir justement comment les VC vont réagir. Est-ce qu'ici, ils se séparent d'une partie de leur jeton? Dans ce cas-là, on verra un gros volume et on aura probablement un rejet de la troisième borne, puis installation d'un range, plus ou moins neutre, mais je doute qu'on puisse atteindre 50 $. Et étant donné qu'on a atteint 80, je pense qu'à mon avis, ce qui attend Solana, c'est ni plus ni moins qu'à peu près le même type de structure que là. Je pense des structures de type compression. C'est-à-dire que dans le pire des cas, à mon avis, on restera à plat sur Solana. Dans le meilleur des cas, on aura un retour jusqu'à l'ancienne troisième borne, jusqu'à maximum 230 $, mais personnellement, moi j'achète le bas du range, je vends le haut. Bref, même stratégie qu'Avalanche. Je pense que ce sont de très bons jetons tous les deux. Maintenant, j'ai pas l'impression que Solana ait un vrai relais de croissance en 2022. Je pense que c'est pas du tout le cas non plus pour Avax, sauf s'ils réussissent enfin à changer la politique de la boîte, mais ça on en parlera. Donc voilà, je me pose la question de Solana en 2022. Est-ce que le jeton n'a pas bouffé toute sa croissance? Je vais vous répondre très honnêtement, je pense que oui. Les tendances s'extrapolent essentiellement sur le daily, puisque donc en hebdo, malheureusement, c'est trop
trop récent comme projet, hein, on le voit. Donc j'ai l'impression que ce qui attend Solana en 2022, c'est un gros range. Maintenant, la volatilité à l'intérieur de ce range m'interpelle beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait changer chez Solana? Je vais être très franc avec vous. Je ne pense pas nécessairement que Solana puisse poser de gros problèmes à ce niveau-là. Mais je pense que Solana risque d'introduire un mécanisme de burn fees et je pense que là pourrait se trouver un relais de croissance sur le token, d'accord? C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. On l'a vu, hein, par exemple, donc Avalanche l'a mis en place très vite puisque dès que c'est arrivé à la mode, ce système de brûler les fees pour permettre donc de réduire partiellement le supply et de compenser l'inflation, je pense clairement que Solana travaille également sur des situations similaires. Je ne sais pas encore sous quelle forme, puisqu'à mon avis, ils ont été concentrés sur des réflexions plus complexes, mais imposées dues à leurs bugs. C'est-à-dire qu'il faut d'abord résoudre les bugs. Maintenant, il y a des levées de fonds qui sont très récentes. On parle de 314 fucking millions. Hein. Donc, autant dire que chez Solana, maintenant, il y a de la thune. À la fois pour développer l'écosystème et pour résoudre les bugs, engager des gars, etc. On le voit sur le nombre de développeurs. Solana, il y a du fucking monde derrière. Donc, la vision de Solana, on l'a dit, c'est de construire un réseau qui permettra de construire différents protocoles qui vont très probablement complètement fucker Wall Street dans son état actuel. Autrement dit, c'est qui la cible de Solana? Eh ben, c'est le New York Stock Exchange, c'est Eurex, c'est toutes les places de bourse mondiale. Parce que ce timestamping, il n'y a que Solana qui peut le faire. Ce système de fonctionnement par bloc qui permet donc de conditionnaliser des transactions avec donc des finalités et surtout, donc, comme je vous dis, on appelle ça une state machine. C'est-à-dire que le système de fonctionnement des blockchains, c'est il y a un état de la blockchain à chaque bloc, à chaque finalité de bloc. Solana a détruit tout ça. Parce que, évidemment, il se base sur un business model donc, qui n'a rien à voir avec Ethereum, qui est simplement là pour dire, nous, on va ajouter une fonctionnalité supplémentaire qui est purement demandée par la finance institutionnelle, bref, Wall Street. Tout est assumé chez Solana. On veut aller vite. Qui est notre target? C'est pas du tout de sucer la DeFi d'Ethereum, d'accord, mais c'est de s'attaquer au problème de la transparence des transactions financières dans les exchanges centralisés. Bref, Solana est là pour foutre la pagaille à Wall Street. Seulement, Wall Street, ils sont intelligents. Donc, ceux qui sont malins l'ont vu, et c'est pour ça que ça attire beaucoup de VCs, mais il faut comprendre que tout ce système bancaire et de transactions financières, d'accord, toute la bourse, entre guillemets, la grande finance boursière, elle sait très bien que Solana va les disrupter. Donc, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des billes dedans. Il faut comprendre que, je vous l'ai dit, ces gars-là sont ceux qui s'adaptent le plus vite. Je pense que c'est pour ça que Solana paye la rançon de son succès l'année dernière, parce que ces gars-là, ils veulent tous rentrer dedans. Donc, il faut comprendre qu'à mon avis, Solana, c'est un business model qui va réussir. J'ai aucun doute à dire que Solana sera toujours là dans 5 ans. J'ai aucun doute à dire que Solana a énormément de croissance à réaliser sous 5 ans. Mais je ne pense pas nécessairement que ce soit pour 2022. Voilà, je préfère être franc, pour moi 2022, il y a d'autres thématiques, mais Solana, c'est probablement un des jetons que je tiens en portefeuille avec une pondération suffisamment élevée, de l'ordre de 5%, hein, et je maintiendrai cette pondération dans le portefeuille, c'est-à-dire que plus elle va monter, plus je vais prendre des profits pour la maintenir proche de ces 5 à 10%. Pour moi, je ne veux jamais plus de 10% dans le portefeuille de Solana cette année, parce que je ne pense pas que ce soit un très fort relais de croissance. Mais par contre, je pense clairement qu'il y a des choses à faire sur Solana. Ensuite, c'est pour ça que je garde et je garderai toujours une exposition Solana dans mon portefeuille, dans ces horizons plus lointains. Donc une partie de mes Solana sur lesquels j'ai joué la tendance est transférée dans mon portefeuille de long terme. Et dans ce portefeuille de long terme, je garde ces jetons bien au-delà de l'horizon de l'année 2022. Donc voilà les réponses pour moi pour Solana. Solana, hyper bon jeton, je pense que ça devrait être dans tous les portefeuilles. La question qu'il faut vous poser, c'est à quel prix l'acheter. C'est-à-dire que si vous n'avez pas joué la hausse, si vous n'avez pas des prix qui sont en dessous de 50$, je pense encore une fois qu'il faut être très demandeur sur vos prix sur Solana. Je pense que Solana a probablement fait le bottom. Niveau gestion du risque, on est assez limité et on a pris une grosse claque sur la valeur. Donc attendre que tout ça se stabilise. Mais je pense encore une fois qu'on n'aura aucun mal à remonter, chercher les troisièmes bornes, probablement donc en 2 phases. Et j'ai une zone très résistante vers les 165. Mais comme je vous l'ai dit, derrière, le gros fucking niveau à retenir, c'est celui-là. Hein, l'alignement des zones où les VC ont travaillé. Ça, je pense qu'on n'aura aucune chance de le passer cette année. Ou en tout cas, je pense qu'au-dessus de ces niveaux, très clairement, les VC vont se mettre au travail pour pas vendre en mode on vend, on écrabouille et on met la thune ailleurs. Mais bien de comprendre qu'ici, à mon avis, les ratios, donc offre-demande,
c'est-à-dire qui veut acheter à ce prix-là par rapport à qui veut vendre, je pense que ça conditionnera très probablement des rebaisses de prix. Voilà, donc pour moi, les zones de vente cette année sur ce projet, assez facilement visibles, se situent autour et légèrement au-dessus des $200. Je pense qu'il y a un maximum à 300 sur les anciennes troisième bornes qui peuvent être atteintes si on veut constituer un range neutre. Mais clairement, hein, donc pour ma part, Solana cette année, c'est achat, vente, achat, vente, achat, vente, en gardant toujours, hein, comme je vous dis, un minimum de 5% de son exposition dans mon portefeuille. Maintenant, quand elle monte, si sa part relative monte un peu trop, et bien évidemment, donc je distillerai des bénéfices dans ces différentes zones de résistance. Voilà ma stratégie technique. J'espère vous en avoir en tout cas expliqué les fondements, quelle est la place de Solana dans mon portefeuille. On fera ça pour dire après quelle est la vision de Solana dans un écosystème global de crypto quand on fera cette émission de synthèse. 45 minutes, je suis plutôt content, ça me paraît pas mal, j'espère que vous aurez appris plein de trucs, en tout cas que Solana, vous voyez, hein, je vous dis, ça m'a pas pris plus d'une journée pour préparer tout ça parce que tout est visible. Tout est très clair, la vision de l'entreprise est pleinement assumée. Bref, ici, on a un discours qui colle avec ce qui est fait. On a des levées de fonds qui correspondent à tout ça. Bref, pour moi, quand toutes les planètes s'alignent, je sais où je vais. Bref, très peu de risques sur Solana. Par contre, c'est pas le jeton de 2022.